Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. La France enregistre un déficit public abyssal, vous le savez. Ce déficit, qui va le payer? Les impôts des Français vont-ils augmenter? Qu'allez-vous annoncer en matière d'assurance chômage? Quelle est votre méthode? Quelles sont vos convictions? Pour vous poser toutes ces questions, Marie Chantret et François Langlais sont à mes côtés. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Avant cela, une question d'actualité. Cet après-midi, vous avez reçu à Matignon l'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Il vient de quitter son poste après avoir été menacé de mort à la suite d'une altercation avec une élève qui refusait d'enlever son voile islamique. De nombreux enseignants ont peur. Au-delà des mots et des promesses, qu'allez-vous faire pour eux? Il y a quelques jours, on a célébré un anniversaire important. C'est celui de la loi du 15 mars 2004 qui garantit la laïcité dans nos établissements scolaires. Je crois que les Français sont très attachés à la laïcité. C'est ce qui nous permet d'être libres de croire ou de ne pas croire. C'est ce qui nous permet d'être à égalité devant la loi. Et globalement, c'est ce qui nous permet de vivre tous ensemble. On le sait, la laïcité, elle est sans cesse mise à l'épreuve. Et on le voit. Il y a une forme d'entrisme islamiste qui se manifeste notamment dans nos établissements scolaires. C'est la raison pour laquelle, sur ce même plateau, quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'avais annoncé l'interdiction du port de l'abaya et du camis, des tenues islamiques, dans les établissements scolaires. Ceux qui sont en première ligne pour faire respecter ces règles et faire respecter la laïcité, ce sont nos proviseurs, nos enseignants, tous les personnels de l'Éducation nationale. Et je veux leur rendre hommage. En l'occurrence, le proviseur du lycée Ravel, que j'ai reçu, a tout simplement fait son travail. Il a demandé à une jeune femme d'appliquer la loi, c'est-à-dire de retirer son voile dans l'établissement scolaire. Cette jeune femme l'a refusé, et pire encore, elle a cherché à l'intimider en l'accusant de l'avoir molestée ou de violence. Ces accusations qui ont ensuite été relayées sur les réseaux sociaux, et je le dis ici, y compris par certains élus, je pense notamment à une députée de la France Insoumise, ont donné lieu à des menaces de mort à l'endroit de ce proviseur. C'est tout simplement inacceptable et inadmissible. Moi, je me suis toujours engagé pour mettre fin à ce qu'on appelle le pas de vague. Qu'on n'accepte jamais que l'autorité d'un personnel de l'Éducation nationale soit bafouée et qu'on n'accepte jamais qu'on s'en prenne à la laïcité. Oui, mais aujourd'hui, lui est d'une certaine manière puni puisqu'il ne peut plus exercer son métier. Cette jeune femme est toujours dans le lycée, ce lycée? Non, elle a quitté le lycée. Ce proviseur, je veux vraiment lui rendre hommage parce qu'il a une très grande dignité dans cette épreuve. Il devait partir en retraite au mois de juin. Il a décidé, certains lui ont conseillé aussi pour des raisons de sécurité, de partir un peu plus tôt. Mais vous avez raison, les menaces sont nées du fait qu'il y a eu ces accusations qui ont été portées. Il y a même eu une plainte qui a été déposée par cette jeune femme, plainte qui a été classée sans suite par la justice, le parquet l'a annoncé. Et donc j'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Ça me permet de rappeler que l'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ces agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires. Je rappelle que cet entrisme, que ces coups de boutoir ont fait récemment 2 victimes dans la famille de l'Éducation nationale, Dominique Bernard et Samuel Paty. Quand il y a eu des contestations qui ont été faites à leur mémoire pendant les temps d'hommage qui avaient été organisés dans les établissements scolaires, j'étais alors ministre de l'Éducation nationale, j'avais dit que je ne laisserais rien passer. Toutes ces contestations ont fait l'objet de saisines de la justice ou de sanctions au sein des établissements avec des exclusions qui ont été prononcées. Il ne faut rien laisser passer et je ne laisserai jamais rien passer en la matière. Monsieur le Premier ministre, l'INSEE a publié hier les chiffres du déficit public pour 2023. 5,5% du PIB. Cela représente environ 154 milliards d'euros que l'État a dépensés en plus de ses recettes. Ce déficit, selon vous, il est alarmant, gravissime. Sommes-nous en état de faillite? Quel mot choisiriez-vous ce soir, Gabriel Attal? La situation est sérieuse. Qu'est-ce que c'est un déficit? C'est la différence entre ce que vous dépensez, donc l'État, c'est nos enseignants, nos policiers, nos militaires, les hôpitaux, et ce que vous gagnez. Et l'État, c'est évidemment les impôts, les taxes et les cotisations. Et donc le déficit, c'est la différence entre les deux, c'est comme un découvert. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? L'État a dépensé ce qui était prévu. Il n'y a pas eu de dérapage dans les dépenses de l'État. On est même un peu en dessous, 8 milliards d'euros de moins que ce qui était prévu comme dépenses pour l'État l'année dernière. En revanche, on a eu moins de recettes que prévu. Pourquoi? Parce qu'il y a un ralentissement économique européen qui nous touche pour l'instant la France moins que les autres pays européens, notamment l'Allemagne qui le subit plus durement que nous et qui a dû elle aussi prendre des décisions là dans l'urgence pour revoir sa prévision de croissance. Mais il y a eu un ralentissement économique qui fait qu'on a
moins de recettes. Et donc, on a ce déficit. On y vient à la situation de la zone euro. J'ai comparé la situation de la France à celle des pays voisins sur 3 critères économiques: le déficit, la dette et le niveau des impôts. Pays de la zone euro qui ont, comme vous l'avez dit, subi à la fois la guerre d'Ukraine, le Covid, etc. Déficit, nous sommes parmi les plus mauvais, 18e sur les 20 pays de la zone euro. Dette publique, idem, on est 18e sur 20. Seules la Grèce et l'Italie font pire. Impôts, nous sommes 20e sur 20. On a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé d'Europe, sont les chiffres d'Eurostat. Ce bilan, c'est le vôtre, c'est celui de la présidence Macron. Il est sans appel. Comment l'expliquez-vous ? Vous auriez pu rappeler 2 chiffres que je vais vous donner. D'abord, 50. 50 ans qu'un budget n'a pas été voté à l'équilibre. Là, dans on notre est dans pays. des niveaux qui sont sans précédent. J'y Sinon, viens, en François 2016, c'est à peu près la même situation qu'en 2016. Le deuxième chiffre que vous auriez pu donner, c'est que dans ces 17 dernières années, le déficit public de la France n'a été sous les 3% qu'à une seule reprise, c'est sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et ça vous exonère de ce bilan-là ? Je dis qu'au début du précédent mandat, il y a eu des réformes très courageuses qui ont été menées, qui nous ont permis de repasser pour la première fois depuis très longtemps notre déficit sous les 3%. Ensuite, il y a eu plusieurs crises. Le Covid. Tout le monde les a eues, Oui, tous les pays européens. Tout le monde n'a pas protégé autant sa population que la France. Est-ce qu'il n'y a pas Et je eu vais une vous dire, erreur, je ne le regrette pas. Non, parce que, je vais vous dire, si on n'avait pas fait le chômage partiel, ça serait des centaines de milliers ou des millions de Français qui auraient perdu leur emploi. Si on n'avait pas accompagné les entreprises face à la crise, ça serait des centaines de milliers d'entreprises qui auraient fait faillite. Je ne le regrette pas, d'autant que, comme on a un modèle social qui est très fort et qui est très protecteur, si on n'avait pas dépensé pour protéger l'emploi et les entreprises, on aurait dépensé au double ou au triple ensuite en assurance chômage pour tous les Français qui auraient perdu leur emploi. Et puis la guerre en Ukraine, l'inflation, évidemment, ont aussi mis nos finances à rude épreuve. Maintenant, ce qui s'est passé l'année dernière, on a tenu l'objectif de dépenses de l'État. Il y a eu moins de recettes que prévu. On l'a senti venir, puisqu'on a vu que l'économie ralentissait. Qu'est-ce que j'ai fait quelques semaines seulement après ma nomination ? J'ai pris une décision historique. Jamais un gouvernement n'avait annulé 10 milliards d'euros de crédit, fait 10 milliards d'euros d'économies avec un décret, ce que j'ai assumé de faire précisément face à cette situation. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous vous engagez devant les Français ce soir à ce que le déficit public de la France, comme vous l'avez dit des dizaines de fois ainsi que le Président de la République, soit sous la barre des 3% en 2027 ? L'agence Moody's, qui est une agence de notation qui va nous noter dans quelques jours, dit que c'est improbable que vous y réussissiez. Mais il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était improbable qu'on ramène le déficit sous les 3% en 2018 quand on l'a fait avec le Président de la République. Moi, ce que je dis, c'est que oui, nous gardons l'objectif de passer sous les 3% de déficit en 2027. Mais je pense que ce qui est important pour les Français, c'est surtout de leur dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de ce chiffre de 3% ? Parce que quand vous êtes en dessous de 3%, ça veut dire que vous commencez à rembourser votre dette. Donc moi, le sujet, c'est de désendetter la France. Parce qu'un pays qui est surendetté, ça n'est pas un pays libre. C'est comme pour des ménages, des Français qui nous regardent. Si vous êtes surendetté, vous dépensez tout votre argent pour rembourser votre dette. Vous ne pouvez plus investir, faire des choix, faire des projets pour l'avenir. Alors justement, on dépense aujourd'hui des dizaines de milliards d'euros, 50 milliards d'euros par an pour payer les intérêts de notre dette. Moi, cet argent, je préférais le mettre dans nos écoles, dans nos hôpitaux, pour notre police. Et donc c'est pour ça qu'on va maintenir ce cap des 3% et qu'on aura l'occasion de présenter à la mi-avril la trajectoire pour y parvenir avec les déficits qu'on prévoit pour les 3 prochaines années. Justement, désendetter, justement, réduire le déficit, il va falloir augmenter les recettes. C'est un calcul simple, il va falloir piocher dans la poche des Français. Vous et le Président de la République, vous avez toujours dit que vous n'augmenteriez jamais les impôts. Est-ce que vous nous dites ce soir, solennellement, aux Français, à tous les Français, que vous n'augmenterez ni les impôts, ni les taxes ? Est-ce que c'est un dogme ? Vous n'en bougerez pas. Non seulement on a dit qu'on n'augmenterait pas les impôts, mais je rappelle qu'on en a même baissé certains. On a supprimé la taxe d'habitation, supprimé la redevance télé que les Français payaient pour l'audiovisuel public. Ça, c'était hier. Demain, jusqu'en 2027. Question de Marie. C'est quand même important de le rappeler. Vu la situation. Ensuite, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qui permet d'avoir des recettes ? Soit vous vous dites, effectivement, vous augmentez les impôts. Vous augmentez le taux d'imposition, ça va vous amener plus de recettes. Soit vous vous dites, on fait en sorte qu'il y ait encore davantage de gens qui travaillent pour avoir des recettes supplémentaires. À chaque fois que vous avez un Français supplémentaire qui travaille, par définition, il travaille et donc il va payer des cotisations, son employeur aussi, et il va payer des impôts. Donc l'objectif, ça reste d'arriver au plein emploi, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait plus de Français qui travaillent, parce que c'est des recettes supplémentaires aussi pour financer nos politiques. Mais vous n'avez pas répondu à la Alors, question de Marie, question simple. Allez-vous augmenter les impôts, les taxes d'ici 2027 ? Je vais y venir. On a toujours dit qu'on n'augmenterait pas les impôts. Même, on veut qu'il y ait davantage, davantage de Français qui travaillent parce que ça permet d'augmenter les recettes. On reçoit plus d'impôts et de cotisations quand il y a plus de Français qui travaillent. On est encore, même si on a beaucoup fait baisser le chômage, je rappelle, il était à 9,6% quand Emmanuel Macron a été élu. On est aujourd'hui au-dessus de 7%.
On a créé 2 500 000 emplois ces dernières années. Gabriel Attal, il y a un débat dans votre majorité. Il faut taxer davantage les riches. Le terme de riche est d'ailleurs assez confus. Est-ce que vous considérez que c'est nécessaire pour des raisons à la fois budgétaires et politiques? Autre débat qui se superpose à celui-là, taxer ce qu'on appelle, de façon un peu impropre, les super profits. Les profits exceptionnels faits par les grandes entreprises françaises l'année dernière. Je rappelle que c'est 145 milliards d'euros au total. Moi, j'ai jamais eu de dogme sur le sujet. Donc vous êtes prêt à le faire? Non, mais je le prouve avec 2 exemples. Qu'est-ce qu'on a fait en 2022-2023 ? On a assumé de créer une taxe sur les super profits des entreprises de l'énergie et des pétroliers. 300 millions d'euros, c'est-à-dire Je crois que c'est plutôt 600. une noisette. Je vais vous dire, mais on peut tout à fait améliorer cette taxe, faire en allez le sorte de faire capter davantage, quand il y a des super profits des énergéticiens, les Vous capter allez davantage. l'adapter, cette taxe, Première pour chose. qu'elle rapporte plus? Je vous donne, c'est tout à fait une piste qu'on peut poursuivre. Deuxième exemple, j'ai assumé, j'étais à l'époque ministre des Comptes publics, pour des groupes financiers, notamment internationaux, détenteurs de laboratoires de biologie médicale, qui avaient fait beaucoup de chiffres d'affaires grâce aux tests Covid financés par la Sécurité sociale, j'ai assumé de les ponctionner. Ça s'appelle quand même des super profits qu'on vient récupérer. Donc moi, je n'ai pas de dogme sur le sujet. les contribuables J'ai les pas de plus dogme, mais fortunés. je vais vous dire, j'ai 2 lignes rouges. La première ligne rouge, c'est de ne pas augmenter les impôts des classes moyennes, des Français qui travaillent ou des Français qui ont travaillé toute leur vie et qui, mais gagnent toujours un peu trop pour avoir des aides, mais jamais assez pour pouvoir s'en sortir convenablement tout seul. Donc ça, c'est ligne rouge. Deuxième ligne rouge, je n'augmenterai pas les impôts pour ce qui permet de financer le travail des Français. Et parce qu'on le voyait d'ailleurs dans votre sujet, qui est-ce qui crée les emplois en France? Qu'est-ce qui permet aux Français de travailler? C'est quand même avant tout les entreprises. Vous pouvez vous faire plaisir en vous disant on va taxer toutes les entreprises qui sont déjà taxées en France davantage que chez la plupart de nos voisins. Mais derrière, comment est-ce qu'elles vont recruter? Les Comment plus elles riches, augmenteront les salaires? Monsieur le Premier ministre, à vous entendre, On y vous vient. dites pas les classes moyennes, mais Non, mais on y les vient. classes aisées. Qu'on me fasse des propositions, qu'on me dise quoi faire. Je vais vous dire. vous êtes d'accord avec Non, cette possibilité? Ce que je dis, c'est que la France n'est un paradis fiscal pour personne. On est le seul pays de l'Union européenne qui a un impôt national sur la fortune. L'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Vous avez aujourd'hui 10% des Français qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. 10% qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. On a en France, ça existe nulle part ailleurs, une taxe spéciale sur les hauts revenus. On a ensuite un certain nombre de dispositifs fiscaux qui, évidemment, sont progressifs. On a le taux marginal d'impôt sur le revenu, le plus élevé, 58% pour les plus fortunés. Donc, moi, je ne veux pas laisser penser... C'est facile, politiquement, d'aller expliquer aux Français les riches ne sont pas taxés en France, il n'y a pas de taxation, Donc, vous n'irez pas etc. au-delà. Non, mais ce que je dis, c'est... Moi, j'attends de voir des propositions qui sont crédibles et qui ne nous placent pas dans une situation Et qui où on se viendraient de qui, retrouverait... ces propositions? Non, mais où des parlementaires, des partenaires sociaux, des associations d'élus... La méthode, vous savez, sur le budget, elle est claire. Le travail, le travail. Vous le martelez, vous sortez d'un Juste séminaire pour répondre à votre question gouvernemental. sur qui va faire les propositions. On a un cap. Je l'ai dit, désendetter la France, c'est 3% en 2027. OK ? On a ensuite une méthode. Et cette méthode, c'est mon ministre de l'économie et des finances qui va rencontrer les parlementaires, les élus, les partenaires sociaux. La première réunion a lieu demain et qui va faire des propositions. Il y a un calendrier. Mi-avril, on présente la trajectoire pour arriver aux 3%, avec le déficit prévu sur les 3 prochaines années. Et fin juin, comme chaque année, vous aurez les propositions pour le prochain budget 2025. Réunion demain. Aujourd'hui, il y avait une autre réunion consacrée à celle du travail, séminaire gouvernemental, travail et assurance chômage. Vous voulez la réformer. Celle-ci représente aujourd'hui 45 milliards d'euros de dépenses chaque année. Est-ce que ce soir, vous nous annoncez que vous allez réduire la durée d'indemnisation des chômeurs? Est-ce que là, cela concernera également le montant que les chômeurs vont percevoir chaque mois? D'abord, je vous le dis, oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année. Mais pourquoi? D'abord parce que je le disais il y a un instant, notre objectif, c'est d'atteindre le plein emploi, qui est davantage de Français qui travaillent. Et je le dis ici, mon objectif, ce n'est pas de m'en prendre à tel individu ou au chômeur. C'est de faire bouger un système pour inciter davantage à la reprise d'emploi. C'est ça le seul objectif qui est le nôtre. On a déjà fait une réforme de l'assurance chômage dans cet objectif. Je rappelle qu'on a réformé le RSA. On a mis des conditions pour avoir le RSA, notamment avoir 15 heures d'activité vers l'insertion par semaine. J'ai annoncé moi-même la généralisation de ce nouveau système. Je suis allé avec ma ministre Catherine Vautrin dans les Vosges voir des bénéficiaires. Il y a des premiers résultats spectaculaires, avec des personnes qui étaient parfois au RSA depuis 10 ans, qui reprennent un emploi. Chômage, est-ce que vous allez réduire la durée d'indemnisation, réduire le montant des indemnisations, éventuellement augmenter la dégressivité, et quand? À partir de quel moment cette réforme s'appliquera? Aujourd'hui, vous avez les partenaires sociaux qui négocient. Qui travaillent. Ils ont été mandatés par ma prédécesseur, il y a environ 4 mois, pour négocier
sur le sujet de l'emploi des seniors et donc aussi de l'assurance chômage des seniors. La négociation devait s'achever hier. Ils m'ont demandé un délai supplémentaire pour travailler. Moi, je suis attaché au dialogue social. Évidemment, je leur ai accordé. Et donc, c'est, je crois, le 8 avril, dans une dizaine de jours, qu'ils doivent présenter leur copie. Mais je vais vous dire ce qui est certain, c'est que quand cette négociation a été lancée, on était dans des conditions qui étaient totalement différentes, notamment d'un point de vue économique, par rapport à ce qu'on s'est dit sur le ralentissement. Et donc, j'ai demandé à ma ministre du Travail de préparer de nouvelles négociations pour qu'on puisse relancer une discussion avec les partenaires sociaux autour d'une vraie réforme plus globale de l'assurance chômage. Mais ça veut dire encore une fois... Alors, vous venez ensuite sur les paramètres. Oui. Sur les paramètres, il y a trois grandes familles de paramètres possibles. Vous avez la durée d'indemnisation. Vous voulez la réduire? Aujourd'hui, vous pouvez être indemnisé au chômage jusqu'à 18 mois. C'est plus que dans beaucoup de pays. J'entends aussi beaucoup de Français qui me disent, de chefs d'entreprise, de patrons de PME, d'artisans, de commerçants qui n'arrivent pas à recruter, qui me disent que ce n'est pas suffisamment incitatif. Et par ailleurs, l'objectif, c'est de permettre aux bénéficiaires de retrouver un emploi. On voit qu'après un an, il y a beaucoup moins de reprises d'emploi, c'est beaucoup moins efficace. Donc une des 18 pistes, mois aujourd'hui, combien demain? donc une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois, parce qu'on voit qu'il y a un effet très fort dans les 12 premiers mois, mais c'est la première piste. Ensuite, dans le deuxième paramètre, vous avez le temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir bénéficier du chômage. C'est 6 mois aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 6 Dans mois, les 2 années précédentes. 6 mois sur les 2 dernières années. Si vous travaillez 6 mois tous les 2 ans, vous avez votre indemnisation chômage. Là aussi, on peut imaginer soit de dire qu'il faut travailler Plus long. davantage sur les 24 derniers mois, ou alors dire les 6 mois, ils s'apprécient sur une durée moins longue, qui est plus 24 mois, mais qui est par exemple 18 mois. Donc ça, c'est le deuxième levier. Et le troisième levier, c'est celui du niveau d'indemnisation du chômage. Combien vous touchez quand vous êtes au chômage et comment est-ce que ça baisse en fonction du temps que vous passez au chômage pour vous inciter à reprendre un emploi. Là aussi, c'est une des pistes qui a moins ma préférence que les 2 précédentes, mais on va laisser les partenaires sociaux travailler. Ensuite, vous m'avez demandé le calendrier. Je veux que nous ayons les paramètres de cette réforme à l'été pour qu'elle puisse entrer en vigueur d'ici à l'automne, comme je m'y suis engagé. Est-ce que vous allez donner un autre tour de vis concernant les seniors, les plus de 55 ans? Aujourd'hui, lorsqu'ils sont au chômage, ils perçoivent des allocations plus longtemps que les autres parce qu'ils ont beaucoup de mal à trouver un emploi pendant 27 mois, sauf erreur. Est-ce que vous allez changer ce que vous appelez ce paramètre qu'on peut appeler un tour de vis? Ça, pour le coup, je le disais il y a un instant, ça fait partie de ce sur quoi les partenaires sociaux négocient en ce moment, sur quoi ils devaient aboutir hier, et ils ont une dizaine de jours pour finaliser. Donc je ne vais pas percuter la négociation qui est en cours, je suis trop attaché au dialogue et à leur travail. Donc on va attendre de voir ce qu'ils vont nous proposer dans 10 jours, et on en tirera les conséquences. Mais vous ne dites pas que vous n'y toucherez pas. Eux-mêmes, je crois, dans les pistes qui sont mises en avant, on entend parler d'un relèvement de 2 ans de la borne d'âge pour la filière senior, ce qui serait cohérent avec la dernière réforme des retraites. Mais encore une fois, je ne veux pas préempter les discussions qui sont en train de se terminer. Dans votre déclaration de politique générale, c'était il y a quelques semaines, vous avez fait la promesse de désmicardiser la France. Aujourd'hui, un employeur, pour augmenter un de ses salariés qui est payé au SMIC, pour l'augmenter de 100 € net, il doit débourser 483 € avec toute l'addition des charges supplémentaires. Comment sortir de ce piège? Et j'ajoute un paramètre, mais donc ça coûte très cher à l'employeur de l'augmenter de 100 €. Et le salarié au SMIC qui a 100 € de plus, il va perdre de la prime d'activité. Alors, je crois que c'est autour j'ai intégré ça là-dedans. Voilà. C'est-à-dire, j'ai intégré le coût de la prime d'activité. En tout cas, vraiment, il touche 100 €. Un salarié au SMIC qui gagne 100 € de plus, il perd, je crois, l'employeur. autour de 50-60 € de prime d'activité. Donc à la fin, entre la prime d'activité et les allègements de cotisations qui ont été mis en place, on a un système qui fait que, en fait, il n'y a plus beaucoup d'intérêt pour quiconque à augmenter les salariés qui sont au SMIC. L'employeur, ça lui coûte très cher. Le salarié au SMIC, il va à la fin gagner moins sur d'autres postes. Il faut revoir le système des allègements de cotisations. Il faut avoir des allègements de cotisations qui incitent davantage à augmenter les salariés. Regardez comment ça s'articule avec la prime d'activité. On a confié une mission à 2 économistes qui vont nous faire des propositions au mois de juin sur le sujet. Ils travaillent en ce moment activement et je souhaite que dans le prochain budget pour 2025, il puisse y avoir des mesures pour garantir ça. On a en France un SMIC qui est plus élevé que celui de nos voisins. Mais on a plus de monde, plus de gens qui sont autour du SMIC que nos voisins. Parce qu'on a ce système qui fait, encore une fois, que vous avez beaucoup de gens qui restent coincés autour du SMIC, parce que ça coûte trop cher à l'employeur de les augmenter, et parce que le salarié, il perd aussi. C'est ça qu'il faut changer. Parlons maintenant question organisation du travail. Vous vous êtes fait l'avocat, justement, d'un changement majeur dans cette organisation du travail, la semaine en 4 jours. Est-ce vraiment le moment
dans l'époque que nous vivons. On a parlé des chiffres du déficit, alors que les Français sont ceux aussi qui travaillent le moins, selon l'OCDE. 659 heures travaillées par an et par habitant, contre 738 dans la zone euro. Est-ce le bon timing? Mais alors moi, je ne suis pas pour réduire la durée du temps de travail. Non, ça, pour le coup, une semaine en 4 jours. Non, mais je vous dis, je ne suis pas pour réduire la durée du temps de travail. Mais pour le compresser. Quand on parle de aller vers le plein emploi et faire en sorte qu'on travaille tous, il y a le modèle social qui doit inciter davantage à l'emploi. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la réforme de l'assurance chômage. Il y a le fait que le travail paye mieux, c'est la désmicardisation et ce qu'on va faire sur les cotisations. Et il y a le fait qu'on ait une meilleure qualité au travail. Et moi, j'assume totalement de le dire. Je pense que ma génération a un certain nombre de combats à mener. Il y a celui de la transition écologique et il y a celui de la qualité Les expérimentations de vie que vous avez au menées travail. n'ont pas abouti. Ah, vraiment, si, n'a elles pas ont donné abouti grand-chose. dans certaines Dans administrations. l'administration en Picardie, je crois qu'il y a eu 3 volontaires. Oui, mais quand à la 3 caisse, volontaires sur des centaines de personnes à qui ça a été proposé. et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, il y a eu plusieurs dizaines de volontaires sur quelques personnes à qui ça a été proposé. Mais en gros, il s'agit de dire quoi? Il s'agit de dire qu'il faut sortir de ce carcan des 35 heures par semaine où on pointe et on regarde chaque jour et chaque semaine. Donner plus de souplesse à ceux qui le souhaitent. Vous avez des salariés, vous avez des agents publics qui se disent moi, en fait, je veux bien faire mes 35 heures, mes 37 ou 39 heures quand il y a des dérogations. Je veux bien faire mes 35 heures, mais sur 4 jours plutôt que 5. C'est ça qu'on a proposé, que j'avais proposé quand j'étais ministre des Comptes publics dans mes administrations. Et je vais vous dire, ça permet aussi de répondre à une nouvelle inégalité que je vois et qui me dérange. C'est l'inégalité entre les Français qui peuvent télétravailler et les Français qui ne peuvent pas télétravailler. Vous avez des Français qui ne peuvent pas télétravailler parce que leur métier ne leur permet pas. Dans mon ministère, ce que j'avais fait, notamment pour les personnels, les agents qui sont chargés de la réception du courrier, d'ouvrir le courrier, de le numériser, ils ne peuvent pas télétravailler, je leur ai dit, on vous propose d'arriver un peu plus tôt le matin, de partir un peu plus tard le soir, mais vous travaillez que 4 jours sur 5. Vous avez des Français qui ont envie de ça, qui attendent cela. Et donc moi, ce que j'ai décidé, c'est que ces nouvelles modalités de travail, cette souplesse donnée à ceux qui le souhaitent dans le travail, on allait l'expérimenter dans tous les ministères dès cette année. Évidemment, je souhaite que dans les entreprises, et d'ailleurs certaines ont déjà commencé à le faire, ça puisse se développer. Je pense aussi à la semaine différenciée pour les parents célibataires. Vous avez des Français, moi, ils me le disent quand je me déplace. J'ai mes enfants une semaine sur 2. Moi, je préférerais pouvoir travailler beaucoup moins quand j'ai mes enfants, mais beaucoup plus que la durée habituelle, les semaines où je n'ai pas mes enfants. Qu'on donne ces libertés et ces souplesses. Et troisième sujet, excusez-moi d'être un peu long là-dessus, mais qui est important pour moi, c'est la question des conditions de travail. Je nous ai comparé à d'autres pays tout à l'heure sur des éléments qui peuvent être positifs. Dans les éléments négatifs, on a trop d'accidents au travail en France. On a trop de Français qui meurent au travail. Je crois qu'en moyenne, la statistique, c'est 2 par jour. On a eu 3 millions. C'est le plus élevé en Europe. Voilà, on a eu 3 millions d'accidents de travail. On ne peut pas accepter cette situation. Et donc, je vais réunir l'ensemble des partenaires sociaux, les élus, les parlementaires, pour qu'il y ait une grande initiative prise sur ce sujet. On doit mieux prévenir les accidents du travail et on doit améliorer la qualité de vie au travail, les conditions de travail des Français, notamment ceux qui ont les métiers les plus pénibles. Merci beaucoup Marie. Merci François. Gabriel Attal, vous êtes Premier ministre depuis 78 jours. C'est le temps d'un premier bilan. On perçoit déjà votre style, votre personnalité, votre méthode. Certains diraient les limites de votre méthode. Bonsoir Adrien. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Vous partagez très certainement avec Emmanuel Macron une forme d'omniprésence. Vous venez de nous faire à l'instant des annonces sur le travail, le portefeuille de Catherine Vautrin. Vous avez promis d'emmener avec vous à Matignon la cause de l'école, portefeuille de Nicole Belloubet. Lundi, vous vous êtes vous-même exprimé sur le terrorisme entre deux prises de parole de Gérald Darmanin. Est-ce qu'être Premier ministre, c'est être ministre de tout, y compris à la place de vos ministres? Être Premier ministre, c'est d'abord être l'animateur d'un collectif. Moi, je suis très fier de mon gouvernement. Vous avez cité plusieurs de mes ministres. Je suis très fier de ce gouvernement avec des personnalités très différentes qui viennent d'horizons politiques, professionnels différents. Donc, c'est animer un collectif. Et ensuite, c'est évidemment agir, impulser un certain nombre de réformes et de décisions sur des enjeux importants pour les Français. Au point d'assurer vous-même la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine à l'Assemblée, la séance de questions au gouvernement du mercredi, sans laisser vos ministres s'exprimer. Ah non, votre prédécesseur avait refusé. C'est une proposition qui est venue de la présidente de l'Assemblée nationale. Et que vous avez accepté. Vous avez accepté. Bah oui, j'ai accepté. Ah, Je me vous dérobe auriez- jamais. Ben non, mais la présidente de l'Assemblée nationale me dit je vous propose institutionnellement de faire une séance de questions au gouvernement où tous les députés qui posent des questions, c'est le Premier ministre qui répond.
Bon, moi, je ne me suis jamais dérobé quand on m'a interpellé, quand on m'a posé une question, donc j'ai dit oui, bien sûr. Gabriel Attal, on va parler également de la lumière. Avant d'en venir à vos convictions, votre image. Depuis votre nomination le 9 janvier dernier, on vous a vu tour à tour poser en jean basket avec votre chienne Volta sur les marches de Matignon, partager vos photos également sur l'application Biril, qu'on peut traduire par Soyez authentique, bien connue des ados, en costume cravate également dans la paille pour vos premières annonces sur l'agriculture. Quel message vous voulez faire passer aux Français? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de ces images? Moi, ce que je recherche, c'est une proximité. Une proximité en me déplaçant sur le terrain. Toutes les semaines, je me déplace partout en France. J'essaie d'aller dans le plus grand nombre de départements français parce que je pense que ce n'est pas en restant dans votre ministère ou à Matignon, à Paris, que vous êtes vraiment connecté avec les attentes des Français. Il faut qu'on puisse, et ça m'arrive régulièrement dans mes déplacements, d'ailleurs souvent des images sont diffusées, il faut qu'on puisse vous interpeller, vous engueuler, vous dire les choses pour le mesurer. Et ensuite, proximité, oui, ça passe, je l'assume totalement, aussi par utiliser les réseaux sociaux. Je suis aussi d'une génération qui a en partie grandi avec les réseaux sociaux. Je pense que c'est un moyen d'échanger et de communiquer. Il ne faut pas que ça soit le seul, et il faut qu'il y ait un message, évidemment, derrière. Mais le ballot de paille, c'était pas un peu too much? Ah non, là, en l'occurrence, la manière dont les choses se sont organisées, la préfecture a communiqué, ça s'est fait un peu au dernier moment, et vous savez qu'on était assis sur les bancs de l'église de la commune, parce que ça a été organisé un peu au dernier moment, il n'y avait pas de pupitre, et donc ça s'est fait très vite. Gabriel Attal, vous venez de la gauche, vous gouvernez dans un gouvernement avec beaucoup de ministres de droite. Ici même, sur ce plateau, vous avez dit que votre philosophie, c'était l'action, l'action, l'action. Ça ne dit pas grand-chose de vos convictions. Quelles sont-elles? Pour moi, la valeur la plus importante, et c'est aussi comme ça que j'ai grandi quand j'étais petit et que je disais à mes parents qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse plus tard, ils me répondaient la seule chose qui nous importe, c'est que tu sois libre. Moi, je veux que les Français soient libres, qu'ils soient maîtres de leur destin. C'est pour ça que je suis si attaché au travail. Parce que quand on travaille, même s'il y a encore beaucoup d'enjeux sur la rémunération, mais quand on travaille, on a quand même davantage de moyens. Est-ce que vous avez des lignes rouges? Est-ce qu'il y a des demandes que pourrait vous formuler le chef de l'État que vous ne pourriez en aucun cas satisfaire parce que ça ne correspond pas à votre idée? Mais vous savez, avec le chef de l'État, on applique le programme sur lequel il a été élu devant les Français. Moi, je me suis engagé. Et vous ne l'enrichirez pas non plus d'idées que vous voulez absolument porter? Regardez ce qu'on a abordé tout à l'heure sur la semaine en 4 jours, sur les semaines différenciées. Ça, c'est vous? Ça, c'était pas dans le programme. Pas lui? Oui, c'est moi. Et d'ailleurs, avant même la réélection de 2022, dans le précédent mandat, en tant que ministre, j'avais déjà porté ces idées-là. Ensuite, je les ai mises en application quand j'étais à Bercy. Donc voilà, évidemment, chacun apporte aussi une sensibilité, des idées. Et les ministres, c'est pareil. Vous avez des choses qui ne sont pas forcément dans le programme. Puis vous avez des membres du gouvernement, des ministres qui peuvent avoir des idées. Et... Le jour de votre nomination comme Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon vous a qualifié de porte-parole. Attal retrouve son poste de porte-parole, disait-il. On vous a aussi qualifié de collaborateur, d'armes anti-Bardella, de fusibles destinés à sauter. Quel mot vous retenez? Non, mais ça me fait sourire parce que je rencontre mes prédécesseurs. Je ne les ai pas encore tous vus à Matignon et je ne veux pas trahir des conversations personnelles, mais je pense qu'il le dirait aussi. J'ai vu Laurent Fabius, qui était le précédent plus jeune Premier ministre de la Ve République. Et qui avait dit, je le rappelle, lui c'est lui, moi c'est moi. D'ailleurs, nos confrères de Libération ont trouvé le parallèle amusant. Il y a quelques jours, ils ont remis à l'ordre du jour cette une d'il y a 40 ans, Mitterrand Premier ministre, en disant Macron Premier ministre quand vous avez été nommé. Est-ce que vous le diriez, vous, aujourd'hui, 40 ans après? Justement, c'est ce que je vous dis, c'est qu'à l'époque où Laurent Fabius, précédent plus jeune Premier ministre, a été nommé, il y a eu exactement les mêmes mots, il y a eu exactement les mêmes critiques sur un collaborateur. Il y a répondu à l'époque. Mais je vais vous dire, c'est encore une fois, c'est pas ça qui m'importe. Moi, c'est pas de qualifier, de dire un mot, etc. Ce qui m'importe, c'est d'être utile et d'agir. C'est de me dire que quand je me couche le soir, j'ai fait des choses utiles pour les Français, des choses avec lesquelles tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais en tout cas, qui ont été utiles et que j'ai pu faire progresser. Gabriel Attal, je voudrais qu'on s'arrête sur 4 visages. Vous allez les voir successivement. Ils ont un point commun. Toutes ces personnalités politiques pourraient être candidates à l'élection présidentielle en 2027. Et j'aimerais qu'en un mot seulement, vous les qualifiez, vous les définissiez. Regardez, premier visage qui apparaît. Jordan Bardella, en un mot. Je le dirais pour Jordan Bardella, comme Marine Le Pen, je dirais mensonge. Il y a beaucoup de mensonges. Précisément. Tout à l'heure, je parlais de la question du travail. On avait dit un mot. Vous m'avez demandé précisément pourquoi mensonge. Oui. On en parlait tout à l'heure de la question du travail. Moi, je crois qu'il faut inciter au travail. Mais quand on dit on fait la réforme du RSA en mettant une condition d'heure d'activité vers l'insertion, le Rassemblement national s'y oppose. Quand on dit on réforme l'assurance chômage, ils s'y sont opposés. Quand on a voulu baisser les impôts, les taxes, supprimer la taxe d'habitation, la redevance télé pour les classes moyennes qui travaillent, ils ont voté contre.
Autre personnalité politique qui pourrait se présenter en 2027, vous la découvrez, Jean-Luc Mélenchon. En un mot, s'il vous plaît. Autocrate. Dernière personnalité, un de vos prédécesseurs, Édouard Philippe. Sérieux. Et vous aviez dit en 2019, dans un portrait qui vous était consacré, après 2022 ou 2027, vous n'êtes pas obligé de me croire, vous le précisiez, mais je pense que je ferai autre chose. Force est de constater qu'après 2022, vous êtes toujours là, et après 2027 Vous m'auriez demandé il y a un an ce que je ferais cette année, j'aurais pas été capable de vous dire que je serais Premier ministre. Et en vous rasant le matin, vous pensez à 2027 Non mais attendez, vous m'auriez posé il y a 5 ans ou 6 ans ce que je ferais, j'aurais même pas été capable de vous dire que je serais ministre, et avant ça que je serais député. Voilà, donc je ne peux pas vous dire ce que je ferai dans les années à venir. Mais est-ce qu'en vous rasant le matin, vous pensez à cet mais ça, avenir, vous à savez, cet il y a horizon beaucoup de à gens qui 2027? parlent, il y a beaucoup de gens qui parlent de 2027 dans les oppositions, et même d'ailleurs dans la majorité, et c'est leur droit. Moi, je pense que les Français qui nous regardent, ils ne se demandent pas ce qu'on pense de 2027, ils se demandent ce qu'on va faire pour 2024. Ce serait une faute d'en parler. Comment on va faire pour qu'ils puissent remplir leur caddie, éduquer leurs enfants, se soigner et être en sécurité quand ils rentrent chez eux. Mais ça ne nous empêche pas d'y penser, 2027. Mais non, c'est si en fait. C'est-à-dire que moi, je pense à ce qui se passe aujourd'hui pour les Français. Et je le dis d'ailleurs, si on n'est pas capable d'agir et d'être sérieux, responsable et de prendre les bonnes décisions pour les Français aujourd'hui, ça ne sert à rien de se poser des questions pour les années à venir. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, Adrien.